Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast, la deuxième partie de notre double émission sur la conférence Est. Après un panorama des forces en présence la semaine dernière, on va tenter aujourd'hui de comprendre les raisons qui font que la conférence Est, la fameuse conférence Est, est souvent traitée comme le parent pauvre de la NBA. Pour ce faire, on a quasiment la même équipe que la semaine dernière. Je prends juste la place d'Adrien à la main. On retrouve tout d'abord celui qui a ajusté son petit col avant le début de cet épisode. C'est Tom. Comment ça va, Tom? Ça va très bien. Mike Conley All-Star. Est-ce que ça va très très bien? Mike Conley All-Star. Ouais, enfin, c'est bizarre. Franchement, je suis content pour lui, mais en même temps, je peux pas dire qu'il le méritait cette année. Donc, je suis content pour lui, mais je trouve que c'est un peu un career achievement plutôt que qu'il le méritait cette année, en fait. Sentiment mitigé, quoi, par rapport à ça. Et puis, on est avec nous, c'est en train de devenir le marathonien du podcast Dunk Hebdo. C'est Madiane, 3e épisode de suite. Comment ça va, Madiane? Ah, ça va, j'enchaîne. Et avec un podcast où tu as dit avant qu'on commence à enregistrer, il va être bien celui-là. Il nous a teasé ce podcast avant qu'on démarre. On débat en off, donc là, faut vite lancer l'épisode. C'est ça, c'est souvent un bon indicateur. Si ça commence avant l'enregistrement, c'est un très bon indicateur. Donc comme je vous l'ai dit, on va essayer de débattre dans ce podcast, de un peu dépasser les clichés et comprendre pourquoi l'Est est une conférence dite moins bonne. On va justement se demander, on se base sur quels critères pour ça? Sur quoi la conférence Est est moins bonne? Est-ce que la dynamique, elle est si ancienne qu'on veut nous le faire croire? Et puis surtout, comment on peut expliquer cette différence? Est-ce qu'il n'y a pas des facteurs naturels qu'on peut parfois omettre? Alors, on va répondre à ça après la petite pause. Avant ça, on vous rappelle comme d'habitude de nous suivre sur la plateforme où vous écoutez le podcast, sur YouTube. Si cette plateforme, c'est Apple Podcast, 5 petites étoiles, ça fait toujours plaisir. On est à 193, je crois. Un peu d'effort pour qu'on arrive à 200. Puis nous, on marque cette petite pause et on se retrouve pour parler de la conférence Est. Madiane, pour débuter, question simple, mais on aura peut-être tous une réponse différente. La conférence Est est moins bonne. Ça, on l'entend souvent. Mais selon toi, on se base sur quels critères pour affirmer cela? Alors, je pense que quand on l'affirme, on se base sur une impression générale plutôt que des chiffres précis. On se base souvent sur ça pour déterminer. Mais quand on va s'intéresser aux chiffres, il est à noter que l'impression générale se confirme, en tout cas à mon point de vue. Après, selon les chiffres qu'on prend, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi. Mais si on prend les victoires cumulées par les deux conférences chaque saison, on voit un équilibre qui penche à l'ouest de manière très très forte. Je dirais avec une double tendance, 2004-2005, un premier pivot, et un autre pivot à 96-97. Et à partir de ce moment-là, il y a eu deux pivots qui ont fait dégringoler la balance et pour la faire pencher du côté de l'Ouest dans le nombre total de victoires cumulées. Et pour moi, c'est un indicateur fort pour dire oui, l'Ouest est plus fort que l'Est. Donc on est sur le nombre de victoires globales des deux conférences. C'est ça, comme indicateur sur lequel on se base. Tom, c'est quoi ton avis là-dessus? Voilà, je le répète encore une fois, la conférence Est est moins bonne. On se moque souvent de cette conférence Est, mais c'est quoi le critère de base ou les critères de base? Alors, je pense que, un peu comme a dit Madiane, il y a une notion de bilan. Donc, premièrement, je pense que ce sera les bilans, entre guillemets, des conférences, des équipes des conférences l'une contre elle. Et on remarque que, voilà, il y a une stat de John Schumann qui a sorti ça dans ses Power Rankings en début d'année, que sur les 22 dernières saisons, l'Est avait un bilan négatif face à l'Ouest. Donc, du coup, perdait face à l'Ouest pendant 21 saisons. Donc, sur 21 saisons, sur les 22 dernières précédentes, l'Ouest avait un meilleur bilan contre l'Est. Donc typiquement, on peut se dire que ça c'est déjà un chiffre qui montre que quand il y a des duels entre les équipes des deux conférences, généralement l'Est domine. C'est un facteur qui est en plus cette saison accentué par le fait qu'il n'y ait à l'heure actuelle que 4 équipes en positif ou à l'équilibre qui sont à l'Est face à l'Ouest. Donc on va parler des grosses équipes entre guillemets. Donc c'est le cas de Philly qui est juste à l'équilibre, et sinon tu as les Bucks, Miami,
et aussi les Nets qui explosent, qui ont explosé l'Ouest cette saison. À part ça, toutes les équipes sont en négatif, et quand tu vas de l'autre côté, tu te rends compte que à l'Ouest, il y a que 3 équipes qui ont un bilan négatif face à l'Est. Donc typiquement, tu te dis, ok, la conférence est moins forte. Je pense que tu peux rajouter aussi le fait que ça se joue aussi vraiment au niveau des playoffs. C'est un débat qui revient souvent au niveau des playoffs. On demande est-ce qu'on va faut pas changer les playoffs, parce que tu te rends compte généralement que, on va dire que peut-être au 9e voire 10e de l'Ouest, il est quasiment au même niveau, voire un peu meilleur historiquement que le 8e de l'Est. Donc typiquement, je pense que ça joue aussi dans la deuxième partie on va dire que la fracture se fait vraiment jusqu'où les équipes de l'Ouest sont bonnes comparées à celles de l'Est. C'est ça. Si je parle de densité, est-ce qu'on est d'accord? Ouais. C'est la densité qui fait peut-être la différence. Et pour moi, cette densité, elle se voit sur quelque chose. Vous en avez parlé aussi de ce bilan largement en la faveur des équipes de l'Ouest. Pour moi, il est aussi intéressant quand on s'intéresse aux équipes qui vont en play-off. C'est-à-dire que quand on s'intéresse aux équipes qui vont en play-off, sur les 23 dernières saisons, l'Ouest a remporté ce duel 22 fois. L'exception, c'est la saison dernière, où égalité parfaite. Le problème, c'est que il y avait pas le même nombre de matchs, donc quand j'ai été calculer les pourcentages, c'est encore une fois l'Ouest qui gagnait. Donc même sur les équipes en play-off, l'Ouest gagne plus souvent. Ce qui n'était pas le cas historiquement auparavant. Donc peut-être que là, on y reviendra, il y a peut-être une fracture fin des années 90. Madiane, je t'ai vu réagir, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Oui, on allait le développer, mais effectivement, on a une fracture, c'est ce que je disais, c'est le premier pivot dans cette équipe Est-Ouest aux alentours de la fin de l'ère des Bulls de Michael Jordan. Et à partir de là, on a un premier pivot de déséquilibre entre l'Est et l'Ouest qui se crée au fur et à mesure des saisons. Eh ben oui, ouais, c'est assez marquant, et on verra que du coup on est dans un cycle qui se finit pas trop, et selon moi une des questions intéressantes, c'est, on y reviendra après, c'est mais un cycle, je l'ai déjà dit un peu sur les pivots la dernière fois, mais un cycle de 25 ans NBA, c'est énorme, c'est plus un cycle, c'est plus trop un cycle à ce niveau-là. Densité, d'accord les gars, est-ce qu'il y a d'autres critères selon vous qui montrent un peu cette différence ? On a beaucoup insisté sur la densité. Moi, j'ai une petite, c'est pas vraiment une stat comme ça, mais si on reprend notre DH20, on a 13 des 20 meilleurs joueurs de la NBA, selon nous, qui sont à l'Ouest. Est-ce que ça aussi, ça pèse la présence de stars du côté de l'Ouest? Ah, clairement, mais même, tu vois, on va prendre, pour parler de quelque chose qui est d'actualité, on va le dire clairement. Mike Conley, comme tu as dit en début de podcast, il est All-Star pour la première fois de cette saison. Mais sur l'ensemble de sa carrière, pourquoi Mike Conley est pas All-Star? Puisque dans sa conférence, il y a James Harden, il y a Damian Lillard, il y a Stephen Curry, il y a Chris Paul. Donc tu vois, typiquement, et même, le star power à l'Ouest. Alors, je sais pas si c'est lié au fait que tout le monde était à l'Ouest au moment où LeBron était à l'Est. Du coup, il y a eu très peu de changements de stars, de grosses stars à ce niveau-là. Et puis, les franchises de l'Ouest ont beaucoup essayé de recruter de l'autre côté. Par exemple, si on parle de Dwight Howard, par exemple, qui est passé de l'autre côté, typiquement. Donc, peut-être que, en fait, le fait que tu sois plus dans un modèle superstar hunting à l'Ouest, parce que pour arriver au sommet de l'Ouest, il te faut avoir énormément de matériel. Mais du coup, tu vas plus, je pense que tu plus, il y aura plus de conglomérats entre guillemets de stars. Il faut pas oublier que globalement, quand tu regardes, c'est pas pour refaire le parallèle petit gros marché tout ça, mais quand tu regardes bien, t'as des franchises à l'Ouest, à Los Angeles, t'as Houston qui s'est établi vraiment comme une place forte ces dernières années, t'as aussi les Warriors qui se sont établis comme une place forte, Dallas et San Antonio sont des franchises qui ont toujours été construites sur la durée et qui ont jamais été mauvaises. Donc globalement, en fait, t'avais une certaine stabilité dans la conférence qui fait que voilà, globalement, t'avais des joueurs majeurs qui étaient dans la conférence, et les résultats des équipes permettaient que ces joueurs-là puissent rester dans des équipes compétitives et puissent rester longtemps sans ressentir la frustration de ne rien gagner. C'est ça. Je vais me permettre. Alors, on va déjà rentrer dans le vif du sujet sur les explications de cette différence. Et pour aller dans le sens de Tom, au début, et peut-être un peu bifurquer ensuite pour te donner la parole, Madiane,
j'ai voulu m'intéresser moi au mouvement des meilleurs joueurs de la décennie précédente. Alors c'est pas parfait ce que j'ai fait, mais j'ai pris un article de Bleacher Report qui listait les 30 meilleurs joueurs selon eux. Alors c'est pas parfait, mais j'ai voulu analyser les mouvements. Alors ce que j'ai fait déjà, c'est que j'ai regardé, dans cette liste, il y a 9 joueurs qui n'ont jamais changé d'équipe. Petit élément intéressant déjà, il y en a 8 dans la décennie qui n'ont pas changé d'équipe, qui étaient à l'ouest. Le seul joueur dans les 30 meilleurs de la décennie qui est resté à l'Est, c'est Giannis. Alors il est arrivé dans le courant de la décennie, mais c'est Giannis. Autrement, Damian Lillard n'a pas bougé, Stephen Curry n'a pas bougé, Klay Thompson n'a pas bougé, etc. J'ai ensuite voulu regarder les mouvements. En me disant, partant du principe comme Tom, je vais voir qu'il y a beaucoup de mouvements Est vers Ouest. Il y a 42 mouvements au total de tous ces joueurs-là. Par exemple, le mouvement, ce que j'appelle mouvement, c'est Kawhi qui va de San Antonio à Toronto, mouvement vers l'Est, qui revient, mouvement vers l'Ouest. À ma grande surprise, le mouvement le plus qui se reproduit le plus souvent, c'est d'aller de l'Ouest vers l'Est. 13 fois ça s'est fait, sur 42. En fait, pour moi, le problème de l'Est, c'est qu'en fait, les mouvements de superstars sont éphémères. On y reviendra. Les mecs passent et parfois reviennent. Je trouve que ce qui est le meilleur indicateur d'où va aller un mec, c'est souvent où il est drafté. Et là, on va revenir à un problème de base, c'est que souvent les meilleurs sont draftés à l'ouest. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils restent. Et dans ton prime, t'as pas le temps de faire 4 équipes. Donc si ta deuxième équipe, elle est déjà à l'ouest, et que c'est dans un contrat que tu entames à tes 27 ans, 28 ans, ça devient compliqué ensuite. Madiane, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça ? On est allé dans plein de sens sur la répartition des stars. Non, mais c'est très intéressant et je vais poursuivre en parlant de draft justement parce que c'est le sujet. Et en fait, il y a deux dynamiques. Moi, au début, je me suis dit, ok, les top 3 de draft doivent être plus souvent monopolisés par l'Ouest. C'était mon postulat de base, mon hypothèse de base. Je suis un peu fouillé dans les dernières années, je me suis rendu compte que j'avais tort. C'était pas forcément le cas. C'est-à-dire que on se retrouvait pas forcément avec l'Ouest avec tout le temps le top 3 ou qui monopolise les top 3 de draft. C'est même plutôt équilibré, à ma grande surprise. Par contre, quand on va plus profond sur les positions moyennes qu'on peut avoir au sein des équipes, l'Ouest va avoir une tendance en fait à être plus forte en fait dans des positions un peu plus moyennes, et c'est là où on va avoir des équipes en fait qui vont pas forcément drafter en 1, 2, 3, mais qui vont drafter quand même dans des positions intéressantes à l'Ouest en ayant peut-être des bases d'équipes plus solides et qui se retrouvent très vite à avoir de meilleurs joueurs alors que leur effectif de base était meilleur. Donc en fait, c'est pas une affaire de power pick où les premiers picks de la draft finissent souvent à l'ouest parce que l'ouest est meilleur et du coup tu te retrouves moins bon. C'est qu'en fait, au niveau des moins bons des deux conférences, en fait ça s'équilibre. Néanmoins, pour être moins bon à l'ouest, t'as moins besoin de détruire ton effectif. Et c'est ça qui va donner ce déséquilibre. Et deuxième constat, ça va être sur les pics un peu moyens où t'as des équipes en fait très nulles à l'Est qui vont se retrouver malheureusement avec des pics 6, 7, 8, notamment par exemple je pense aux Bulls, le Magic a enchaîné pas mal de pics dans ces eaux-là alors qu'ils n'étaient pas forcément très bons, alors qu'à l'Ouest, dès lors qu'on se retrouve à ce genre de niveau, en fait on est top 3. Et c'est ça qui va donner cette dynamique, c'est que le bas de l'Est est vraiment beaucoup plus bas par moment que le bas de l'Ouest. Je te vois très perplexe, Tom. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Ou penseur, je sais pas. Ouais, je suis plutôt en accord en fait avec ce qu'a dit Madiane, puisque quand tu regardes même dans un processus de déconstruction, t'as pas besoin vraiment d'être vraiment hyper mauvais et d'être agressif pour perdre des matchs à l'Ouest, puisque globalement le niveau interconférence, le fait de jouer en fait une plus grosse portion de tes matchs contre des équipes qui sont plus fortes, en fait t'as pas besoin de hyper affaibli pour perdre plus de matchs en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui joue beaucoup, et je pense qu'il y a eu aussi une notion aussi de peut-être de tanking malin et beaucoup de chance aussi à la loterie pour les équipes de l'Ouest, parce que typiquement quand tu regardes les dernières drafts, Luka Doncic, bon, il y a eu le trade à Atlanta, mais il arrive à l'Ouest. Zion Williamson arrive à l'Ouest. Ja Morant arrive à l'Ouest. T'as comment il s'appelle?
Eton aussi, pardon. Eton aussi qui arrive à l'ouest. Donc, en gros, il y a quand même beaucoup entre guillemets, de choix à la loterie. Et puis aussi, t'as la notion de, ben, quand tu es, en fait, en bas de l'est, vu que, pour être huitième, t'as peut-être moins d'efforts à fournir pour, remonter, entre guillemets, dans la conférence est que dans la conférence ouest, mais tu peux te permettre peut-être de rusher un petit peu plus ton projet, un peu comme ce qu'ont fait les Hawks cette année qui, l'an dernier, gagnent 19 matchs et se disent, cette saison, ok, on peut faire le play-in, on va jouer les playoffs, ils font quasiment un all-in, cette saison. Donc, typiquement, je pense que la façon, on va dire que c'est comme si tu as deux segments, et le segment de l'ouest est beaucoup plus long pour arriver en haut que l'est. Donc du coup, des équipes qui sont en bas à l'est vont peut-être se dire que c'est plus facile d'aller au milieu de la conférence, puisque si l'objectif du propriétaire de l'est c'est simplement de faire les playoffs, il va pas s'emmerder à faire entre guillemets une reconstruction très pensée si ce pourquoi il fait sa reconstruction c'est arriver en playoff. Alors qu'à l'ouest, la construction de ton équipe va demander beaucoup plus, quelque chose de beaucoup plus technique, puisque le niveau à atteindre pour même être dans les 8 est beaucoup plus haut. Et pour moi, ça a un effet, un peu pervers, je dirais, pour l'Est. C'est que malgré ça, il y a une stabilité à l'Est au niveau des 8 qui est assez impressionnante. Quand on regarde les équipes actuellement qui ont les plus grandes séries de qualification en play-off. Alors on a Houston premier, vraisemblablement c'est terminé. Ouais. On a deux équipes ensuite à 7, on a les Raptors, alors là c'est en ballottage, et les Blazers. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les trois équipes qui suivent, vraisemblablement, Celtics, Pacers, Bucks, alors on a OKC entre les deux, donc OKC c'est en ballottage, on voit qu'en fait c'est possible à l'Est d'enchaîner plusieurs saisons de playoffs sans trop de problèmes, parce que on sait que le 8e, bien souvent, va se qualifier avec un bilan ric-rac. Donc, si on est construit autour d'un noyau solide avec quelques joueurs, on peut enchaîner ces qualifications-là. On peut même aller plus loin. C'est très intéressant de voir les équipes qui arrivent à enchaîner une série de playoffs victorieuses. Les deux meilleurs à l'heure actuelle, même les 4 meilleurs, se trouvent, enfin, si on prend les 5 meilleurs, parce que ça serait de mauvaise foi parce qu'il y a une égalité. Toronto est la meilleure équipe. 5 années de suite qui gagnent une série de playoffs. Bon, ça, bref, on sait pas. 4 années de suite toujours pour les Celtics. En perdant le premier match. En perdant le premier match. 4 séries de suite pour les Celtics. 4 séries de suite pour Houston, vraisemblablement terminées. 2 pour les Bucks, 2 pour les Nuggets. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est qu'à l'Ouest, c'est extrêmement difficile de construire une équipe qui va gagner des tours de playoffs de façon régulière. Alors qu'à l'Est, c'est possible. C'est possible parce que le ventre mou, comme on l'a dit au début, est très très mou et très très moyen. Donc ça change tout en fait. Je trouve que c'est une des différences majeures qu'il faut mettre en avant. C'est vraiment la stabilité de l'Est qui la rend parfois un peu chiante peut-être. Je sais pas ce que t'en penses, Madiane. En fait, je souscris à tout ce que vous avez dit. La marge de manœuvre à l'Est est incroyable pour les équipes de playoff. C'est-à-dire que les Celtics ont pu faire des conneries en termes de casting et quand même rester au top. Même, je crois, une équipe qui s'est un peu rétablie cette année, les conneries que font les Sixers, s'ils étaient à l'Ouest, ils auraient été plutôt en train de se battre pour ne pas aller en play-off. Là, à l'Est, on savait qu'ils iraient. Et pourtant, ils ont complètement foiré leur intersaison. Ces équipes-là, en plus, ont une autre caractéristique, et tu le disais un peu Ben, c'est qu'elles peuvent changer. Les Sixers, ils ont 4 visages différents en 4 saisons. Pareil pour les Celtics. Les Bucks, ils ont changé quand même 3 fois également récemment. Un peu différemment certes, mais ils font des transitions en fait à chaque saison. Et ils savent... Raptors. Les Raptors changent complètement. Et il n'y a pas de sujet. Ils arrivent à enchaîner et à continuer à être là. À l'Ouest, il te suffit de pas grand chose de rater et tu te retrouves très vite en difficulté. On pense notamment à Portland, qui, avec 2-3 erreurs, s'est retrouvé de très bonnes surprises à un moment avec Terry Stotts. On les voyait pas en play-off après le départ d'Aldridge, ils s'y retrouvent. Ils se sont retrouvés très vite en difficulté, puis de nouveau là, et vraiment, ça, on voit que ça tient qu'à un cheveu. Une équipe aussi forte que les Denver Nuggets a souvent été 9e à l'Ouest. Et il leur fallait pas grand-chose, mais ils se rataient très peu. J'ai une autre équipe aussi en tête, les Wolves. C'est anormal qu'une équipe comme les Wolves soit aussi basse. Alors, ils font des conneries, etc. Mais
avec un joueur aussi fort que Karl Anthony Towns, être à ce point mal régulièrement ces dernières saisons, alors qu'en plus, c'est pas des peintres que t'as à côté, t'as vraiment des bons joueurs à côté. Et plus une grosse star, il y a qu'à l'ouest, en fait, où tu peux te retrouver aussi vite dans le mal. Donc, en fait, il suffit de pas grand chose à l'ouest, tu te loupes de pas grand chose et tu chopes pas un strapontin en playoff. J'aimerais bien qu'on ouvre maintenant, messieurs, le chapitre LeBron James. Parce que Tom, quand j'ai envoyé la trame du podcast, qu'on ne respecte absolument pas, hein, pour être totalement honnête, Tom m'a dit, Ben, rajoute le point LeBron James. C'est un truc sur lequel on va pas être d'accord. On commençait déjà à en discuter avant le début de l'émission. Tom, je te laisse l'honneur. Explique-nous pourquoi, selon toi, dans cette différence qui, on l'a dit, hein, dure depuis 25 grosses années maintenant, bah LeBron James qui est quand même resté longtemps à l'Est, bah il a pesé là-dedans. Je pense que, LeBron James, je pense que le fait qu'il y ait eu le regroupement du coup avec D-Wade et Chris Bosh à Miami a un peu cassé la conférence. C'est-à-dire que ça a créé une super équipe et ça a enlevé deux équipes entre guillemets qui étaient bien placées dans le ventre mou. Ça a enlevé le Heat qui est monté au sommet, mais du coup les Cavs sont redescendus tout en bas et les Raptors sont redescendus tout en bas pendant un petit moment. Après, les Raptors ont réussi à remonter quelque chose juste un peu après, mais typiquement, t'as parlé tout à l'heure des Raptors qui arrivent à bien se maintenir, mais globalement, le run des Raptors, il commence par une tentative de tanking pour Wiggins ratée, où il transfère Rudy Gay à Sacramento pour tanker et l'équipe décolle, typiquement. Donc, moi, je trouve que en fait l'arrivée de LeBron James, la création des Three Amigos, je pense que ça a cassé vraiment la conférence. Et puis après, tu t'es retrouvé avec très peu de rivales en fait dans cette équipe-là et dans cette conférence-là. Et typiquement, c'est un reproche qu'on fait beaucoup à LeBron James. On lui dit, regarde, à l'Ouest, quand t'es à l'Est, t'élimines aucun Hall of Famer en fait, typiquement. Puisque le niveau il a éliminé aucune équipe historique vraiment à l'Est, LeBron James. Et en fait, t'as eu aussi beaucoup d'équipes qui, comme LeBron était dans la conférence, mais personne n'a fait des all-in. Comme par hasard, là, LeBron James, il part à l'Ouest. Les Nets font all-in. Les Bucks font all-in. Philly fait all-in. Toronto fait all-in pour récupérer, all-in, entre guillemets, pour récupérer Kawhi Leonard. Donc, typiquement, peut-être que, alors, c'est peut-être par entre guillemets sérendipité, mais c'est quelque chose qui pour moi a un rôle. Ça s'explique peut-être pas forcément, mais moi je trouve que le fait qu'il y ait LeBron James dans la conférence et tu sais que tu vas pas battre ce gars-là, ça a freiné beaucoup d'équipes sur l'utilisation de leur asset pour se renforcer quand il était là. Alors Madiane, je sais qu'on est tous les deux pas d'accord là-dessus. Je vais te laisser commencer. Alors, moi je pense qu'il y a un facteur confondant qui est lié à LeBron James, mais qui n'a rien à voir avec notre affaire de Est versus Ouest. Je m'explique. C'est que si on regarde l'équilibre des titres entre les deux conférences, on n'a pas un fort déséquilibre. Historiquement. Ouais. On ne l'a pas. Et en fait, le all-in, pour moi, ce n'est pas une affaire d'équipes de milieu de play-off qui vont du coup se battre entre elles, c'est une affaire du titre. Et justement, les équipes se sont mis à faire all-in pour le titre. Mais elles étaient déjà dans cette espèce de range très fort à l'Est et ils sont allés se renforcer pour aller chercher leur title shot. Pour moi, ça n'a... beaucoup d'anglicisme dans 3 phrases, là, quand même, je dois vous avouer. Désolé pour Montaigne. En tout cas, ces équipes-là ne se renforcent pas pour être très fortes dans le haut milieu de play-off de l'Est. Elles y étaient déjà. Elles y vont pour le titre. Et pour moi, ça n'a rien à voir avec le débat de pourquoi est-ce que les équipes de play-off sont moins fortes à l'Est. Néanmoins, il y a un point sur lequel je pourrais te accorder, c'est que c'est vrai que la dernière saison où l'Est a été plus fort que l'Ouest, c'est 2008-2009, donc pas très loin avant la formation du trio. Néanmoins, ça reste quand même une tendance lourde depuis 1996-97, en fait depuis 97-98, le bilan des équipes de play-off de l'Ouest est bien supérieur à celui de l'Est. Donc pour moi la tendance était déjà là à ce moment-là. Et c'est pas LeBron James qui a changé. Il a changé les dynamiques d'accès au titre, ça je suis d'accord, mais ça n'a pas changé l'équilibre entre Est et Ouest.
Alors moi, pour asséner le deuxième coup à Tom, alors je dirais moi deux choses. D'abord, en fait, selon moi, il n'y a pas eu de fuite. Pour moi, tu mets en avant un effet LeBron James s'il y a des fuites. Quand j'ai fait mon bilan des mecs qui vont vers l'Est, qui fuit LeBron James concrètement? Qui fait une vraie fuite? Alors, on peut me citer Paul George, mais c'est un trade qui l'amène à OKC. Qui vraiment fuit la conférence? Il n'y a pas d'exemple dans les joueurs majeurs de la décennie. On peut me donner Dwight Howard. C'est un trade aussi. Après, c'est un trade aussi. Par exemple, en fait, des joueurs qui valent à l'époque, tu vois, Chicago, Rose se blesse. Oui, des joueurs qui sciemment dans une free agency ont quitté l'Est, il y en a pas tant que ça, voire aucun. Et deuxième question aussi, moi que j'ai par rapport à ça, si je rajoute au premier point, quand on regarde aux meilleurs joueurs de la décennie, en fait, il y a un déséquilibre naturel vers l'Ouest. Kevin Durant arrive à l'Ouest, Stephen Curry arrive à l'Ouest, James Harden arrive à l'Ouest, Russell Westbrook arrive à l'Ouest, Kawhi Leonard arrive à l'Ouest, Chris Paul est à l'Ouest. Il y a un moment où, si tous les mecs de base sont à l'Ouest, ça peut pas être la faute de l'Est s'il y a personne, parce que les mecs vont rester 6-7 ans dans leur première équipe, et du coup, oui, il y a des mouvements, mais si le mouvement, en plus, a le malheur de se faire à l'Ouest, on y reviendra, parce que moi, je pense qu'il y a un aspect qualité de vie, etc., on en reparlera, ça pose un problème. Et la deuxième chose, moi, où je suis pas d'accord avec Tom, qui fait vraiment tapis à l'Ouest dans cette période-là? Qui fait des tapis à l'Ouest? Personne, parce qu'il y a personne fait des tapis en fait. Qui ont fait un tapis. Et les Rockets, pour moi, de base, le tapis est possible parce que Harden est une anomalie sur ce qu'ils ont tradé et ce qu'ils reçoivent en fait. Ils avaient jamais prévu recevoir un mec qui pouvait avoir plusieurs MVP. En fait, le truc de faire tapis, c'est un phénomène très récent qui est pas lié à la présence de James à l'Est en fait, selon moi. Je dis pas qu'il y a pas un effet LeBron James. Je dis juste qu'en fait, il y a pas eu de tapis à l'Ouest. Il y a pas eu, on n'était pas dans une partie de poker où tout le monde y allait à fond à l'Ouest pendant ce moment-là, parce qu'en fait, ce qui va influencer parfois, je sais que Madia n'est pas d'accord, parfois certaines grosses équipes vont peut-être freiner certaines personnes. Mais selon moi, LeBron James ne peut pas tout expliquer à lui tout seul, ou n'est même pas un critère primordial dans cela. Ça s'entend. Parce oui, que ça s'entend. Non, mais je comprends. C'est moi aussi de base, j'étais dans ce truc-là. Mais quand j'ai fait ma liste, je me suis dit, mais personne n'est parti en fait. Personne. En fait, il y a personne qui a fui LeBron James. Non, mais le truc c'est même pas que personne n'a pu monter une équipe aussi pour l'affronter à armes égales. Là où à l'Ouest, en haut de l'Ouest, pendant ces époques-là, c'était beaucoup plus entre guillemets, c'était beaucoup plus homogène en haut de l'Ouest. On se rappelle je crois que c'est la saison 2015, je crois, où t'as quasiment toutes les équipes à plus de 48 victoires à l'Ouest qui sont en playoff. Oui. Donc tu dis en fait que t'as une bonne équipe et t'as le niveau pour embêter. Donc du coup tu vas pas faire en ligne, parce que en gros sur la période où il y a les Two Amigos, les rivaux entre guillemets de LeBron James, c'est les Pacers de Paul George. Non mais sérieux, c'est les Pacers qui sont pas bons. On vous renvoie à notre épisode sur les équipes championnes d'il y a quelques mois, où en fait on avait montré que historiquement Indiana c'est pas un rival incroyable. Après c'est des Bulls, mais Rose se pète. Ensuite tu vas prendre les Hawks, les fabuleux Hawks. Voilà, on sait ce qui s'est passé. 4 All-Stars, Tom, 4 All-Stars. Toronto, c'est ce qui s'est passé. Boston, Paul Pierce qui clame que c'est lui le rival de LeBron James, mais jamais. Enfin, c'est des trucs, c'est n'importe quoi, tu vois. Et après, t'avais les Brooklyn Nets, mais je suis désolé, tu vas pas te ramener en playoff avec Joe Johnson et Deron Williams face aux Two Amigos. Donc, typiquement, tu vois, même s'il n'y a pas eu de fuite, vraiment, à part, tu vois, même s'il n'y a pas eu de fuite, vraiment, mais je trouve qu'il y a eu quand même, ça, en plus, il y a eu pas mal d'équipes qui tu vois, Philly, typiquement, ils lancent aussi leur processus de tanking agressif. Est-ce que c'est pas que des grosses coïncidences, tout ça? Oui, c'est peut-être des coïncidences, mais pour moi, tu vois, si jamais la conférence était plus prenable, et si LeBron James n'était pas là, ou était entre guillemets plus difficile, plus facile, je pense, à battre, je pense que les équipes se seraient tentées à faire au moins un move pour essayer de se rapprocher de ce qu'ils faisaient. Alors que à chaque fois pour moi c'est pas un hasard que LeBron James fasse autant de finales consécutives, quoi. C'est pas un hasard.
Après, là, et je redonne la parole à Madiane, faut aussi voir que l'accélération du mouvement des joueurs coïncide plus ou moins avec le moment où LeBron part, en fait. Enfin, il y a aussi ce mouvement, l'accélération totale qu'on a vu sur les 2-3 dernières étés, c'est le moment où LeBron commence à partir et où ses Cavs sont chancelants et on sait qu'il va tourner une nouvelle page. Moi, en fait, de base, il y a quelques années, j'étais d'accord avec Tom, mais là, plus je creuse le truc, plus je me dis, en fait, je vois pas où il y a, je pense qu'il a un impact peut-être dans je sais pas, le cerveau de certains front office, mais il est difficilement quantifiable. Madiane, Qu'est-ce que t'en penses? Aussi, je pense qu'il a un impact effectivement sur est-ce que tu penses que tu peux aller chercher le titre ou non. Ce qui est quand même une grosse question pour savoir si tu fais all-in. Néanmoins, à l'Ouest, on a quand même eu aussi, quand t'as les Warriors, quand t'as Kevin Durant, franchement, tout le monde sont là et restent tapis dans l'ombre en mode bon bah tant pis, on n'a pas de titre à aller chercher. Il n'y avait pas de all-in à faire à ce moment-là. Donc, je pense que c'est du facteur. La dernière fois que l'Est semblait être dans son homogénéité d'équipe de playoff au même niveau que l'Ouest, c'était l'époque à laquelle la seule question que tu posais, c'était qui va affronter l'équipe des Bulls de Michael Jordan en finale. C'est quasiment que ça. Et à ce moment-là, l'Est avait une densité de force en haut qui était à peu près équivalente à l'Ouest. Et c'est au départ de Michael Jordan, étonnamment, où ça a décliné. Donc finalement, je pense qu'avoir un centre de un joueur de type GOAT dans sa conférence n'est pas forcément négatif pour les autres équipes. Pour moi, l'époque des Bulls le prouve, c'est qu'à l'Est, ils étaient très très forts, ils avaient une très belle concentration de talent, et ils avaient Michael Jordan, qui pourtant verrouillait tout. Ouais. Clairement, ça verrouillait pas mal de choses, et en plus, le pire, c'est que ça, on le rappelle, c'est que même l'équipe des Bulls continue à être dans ce genre de discussion des très fortes à l'Est sans lui. Alors que là, on a bien vu que LeBron James, le niveau qu'il faisait passer à l'équipe pour être en haut de l'Est à cette époque-là, ça passait de très fort à très nul. Là, il y avait une concentration de talent à l'Est qu'on n'a plus actuellement. Surtout que la deuxième version des Cavs, ils vont dans des finales NBA où on sait qu'une 5 petites constructions peut une équipe solide aurait pu les faire tomber quand on voit que Kyrie, Kevin Love avait des problèmes de blessure. Ça, c'est intéressant. Donc, on va peut-être refermer celle-ci parce que je m'attendais pas à ce qu'on passe autant de temps sur LeBron James. Alors, on a beaucoup parlé donc de la stabilité. On a parlé de la possibilité qu'ont ces équipes de faire des erreurs. Moi, j'aimerais bien parler d'un point que je trouve important qui n'est jamais assez abordé. C'est peut-être l'importance du basket dans, j'ai appelé ça les territoires. Bon, on n'est pas dans le Périgord, mais j'appellerais ça dans les territoires. Alors, ce que je veux dire par là, c'est quand on regarde des études d'opinion, au niveau du basket, on se rend compte que, en réalité, c'est pas une surprise. Le basket est dominant dans très peu d'États aux États-Unis. Bizarrement, les rares États où il est dominant sont tous à l'ouest. C'est-à-dire qu'on est dans l'Oregon, on est dans le Colorado, on est dans l'Utah. Alors parfois, c'est même dominant. Je parle de basket professionnel, pas de basket universitaire. Vraie différence. Ce qu'on remarque, par exemple, c'est que les Lakers sont la franchise numéro 1 à Los Angeles. Ça se bat toujours avec le baseball, les Dodgers. Les Knicks et les Nets ne le sont pas du tout à New York. Ils sont même pas dans le top 5. Donc, je trouve que, alors on me dira, c'est un peu l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est pas parce qu'ils ont rien fait pendant 20 ans ils ont perdu des fans? Je pense. Mais je pense qu'il y a un ancrage du basket qui est plus fort à l'ouest. Notamment en Californie. Par ça. Et dernier petit exemple, peut-être pour illustrer ça, c'est l'origine des joueurs de basket. Quand on regarde, alors déjà, on va partir du principe qu'il y a 500 joueurs qui gravitent autour du basket NBA. Il y en a 100 qui viennent pas des États-Unis. Donc voilà, on est sur une base de 400. En moyenne, sur les dernières saisons, il y en a 50 qui viennent de Californie et il y en a 25 qui viennent du Texas. On est sur 2 États de l'Ouest où il y a 7 équipes. Donc, si on voit parfois ce message qu'on a chez certains joueurs de revenir chez eux, mécaniquement, ils sont avantagés. Parce qu'en fait, la plupart des joueurs viennent de chez eux. On a l'exemple Kawhi, James Harden, Russell Westbrook, etc. viennent de ça. Et en plus, si on parle de la qualité de vie, ça fait que je pense qu'il y a des phénomènes naturels qui avantagent l'Ouest.
que n'a pas l'Est. Enfin, tu demandes à un mec demain d'aller vivre en Californie, même si c'est Sacramento ou à Milwaukee, je pense que le choix est vite fait. Et il y a des affaires financières. On peut revenir là-dessus, mais il y a des joueurs qui laissent énormément d'argent de côté dans des taxes en passant d'une équipe à l'autre, et il y a des États à l'Ouest où c'est très avantageux. Je pense notamment au Texas, où quand t'es joueur NBA, le salaire il est capé, mais tu gagneras un peu plus d'argent si tu es dans une de ces franchises-là. Il y a aussi des avantages fiscaux finalement à ce que certains joueurs s'installent à l'Ouest. Et ça, je trouve que ce sont des points qui sont pas assez abordés, parce que oui, si la qualité de vie elle est meilleure, faut arrêter de prendre les joueurs pour des mecs qui vivent sur Touquet. Si la qualité de vie elle est meilleure, etc. Il y a un moment, il y a le choix qui pèse. Enfin moi, quand j'ai fait mes petites listes, j'ai trouvé ça incroyable de voir que quand j'ai décrit la carrière d'un mec comme Chris Paul, c'est écrit Ouest, puis Ouest, puis Ouest, puis Ouest, puis Ouest. Le mec qui reste à l'Ouest, en fait. Ouais. Donc, il y a un moment, quand tu changes 5 fois d'équipe, il y a peut-être des facteurs. Il y aura le facteur Chris Paul qui va être compétitif, mais aussi la qualité de vie, parce que, alors, il est passé de New Orleans, il était à Los Angeles, Houston, et il se retrouve dans l'Arizona. Bon, il a fait une petite pige à OKC, il se retrouve dans l'Arizona, qui est un des seuls états où le basket est aussi très prégnant. Donc ça, c'est des phénomènes sur lesquels l'Est ne peut pas lutter, en fait, tout simplement. Mais typiquement, même quand tu regardes la conférence Ouest, pour rester sur ton point, quand tu regardes la conférence Ouest, les entre guillemets, les endroits, entre guillemets, les moins attractifs de la conférence Ouest, c'est quoi? C'est les Pelicans, New Orleans, puisque les Pelicans, c'est Memphis, et c'est Minnesota. Et typiquement, ces 3 franchises-là, si tu peux discuter qu'elles sont à l'Est, en fait, ces franchises-là. Tu peux discuter que ces 3 franchises-là sont à l'Est. Typiquement. Et je pense que, comme tu l'as dit, c'est pas un hasard. Ouais. Enfin, même, on peut prendre Portland, en fait, qui a une bonne qualité de vie, c'est cité. Enfin, ça fait beaucoup d'éléments qui font que, oui, il y a ce déséquilibre-là existe aussi peut-être sur ces critères-là, qui sont totalement, c'est humain. Enfin, ceux-là, on peut pas les retirer. T'as d'ailleurs cité New Orleans, Tom. Louisiane, c'est un pôle de jeunes joueurs aussi. Enfin, il y a beaucoup de joueurs qui viennent de Louisiane. Enfin, c'est très intéressant. Et moi, j'ai trouvé ça super intéressant de voir que il y a de moins en moins de joueurs qui viennent de New York et de sa région. Alors, je sais pas comment l'expliquer, mais ça descend. Tout ce que les chiffres que j'ai trouvés montrent qu'il y a de moins en moins de joueurs qui viennent de là et de plus en plus qui viennent du Texas. Et ça, c'est un petit point à surveiller. Est-ce que vous avez d'autres phénomènes que j'ai appelés naturels qui pourraient expliquer ce déséquilibre-là? Ouais, moi j'en ai un qui finalement est un peu dans la poursuite. On va parler un peu géographie. On a parlé du fait que l'Ouest, en fait, finalement, c'est pas à l'ouest des États-Unis. C'est très étendu et c'est très diffus. Ça va jusqu'au centre-est finalement des États-Unis quand tu vois où sont placés les Grizzlies, les Wolves, etc. Donc moi j'ai regardé ça et en fait finalement quand on regarde les déplacements que doivent faire des équipes, quand à l'est et que tu vas affronter une équipe de l'ouest, tu traverses littéralement l'entièreté du pays pour aller dans ces zones-là, alors que t'as plein d'équipes qui sont un peu au centre du pays, notamment, par exemple, t'es dans le Texas, finalement, ça revient un peu au même d'aller à l'est ou à l'ouest, alors qu'il y a des équipes qui sont, la plupart des équipes de l'est, en fait, sont littéralement sur la côte, et en fait, se tapent tout le temps des énormes trajets. Et pour moi, forcément, c'est un facteur, quand t'enchaînes 89 matchs dans une saison, et que tu traverses tous les États-Unis pour jouer un match à l'ouest, et que tu te retrouves sur la côte, c'est compliqué. Et ce phénomène est moins amplifié pour les équipes de l'Ouest parce que elles vont souvent jouer dans la zone et du coup elles vont pouvoir enchaîner un déplacement typiquement à OKC. Et justement si tu vas de OKC à une équipe de l'Est derrière, finalement c'est pas très loin. Alors que quand tu joues une équipe de l'Est et qu'ensuite tu tapes une équipe de l'Est, tu pourrais avoir le malheur de tomber contre Portland. Et tu traverses tous les États-Unis. Une des équipes de Los Angeles, tu retraverses tous les États-Unis. Et finalement dans les déplacements de calendrier, c'est plus simple finalement d'enchaîner des équipes ouest puis est que l'inverse. Ce qui est très très étonnant, mais la carte veut ça. Et simplement pour rebondir là-dessus, même de point de vue bilan, quand tu vas finir un road trip et tu dois te taper Portland, Utah, Denver, tu vas rentrer à la maison.
avec l'altitude, tout ça, enfin, c'est des facteurs, ce sont des facteurs qui jouent, enfin, qui vont à l'encontre des franchises de l'Est, typiquement, hein. Quand tu dois finir en road trip, où tu dois faire, par exemple, t'es parti peut-être depuis, t'es à l'extérieur depuis, t'as 6, 7 matchs à jouer à l'extérieur, tu commences ton road trip, et après tu dois te finir, avec Denver, Portland et Utah. Ben, typiquement, t'es proche de la maison, t'as tendance à prendre des blows parce que allez, on y va, quoi. On va terminer ça à la maison. Enfin, typiquement, tu vas pas rester dans ces matchs-là, et ces équipes-là sont avantagées, en fait, quand elles reçoivent des équipes de l'Est, chez elles, non seulement par l'altitude, mais aussi par rapport à tout ce qui a dû se passer avant qu'elles arrivent pour les jouer, quoi. Pour moi, il y a un exemple tout récent, c'est celui du Heat de Miami qui a fait un road trip de 7 matchs de 12 jours à l'ouest. C'est totalement inhumain, ça. C'est vraiment... Et ils se sont bien sortis, en plus. C'est ça qui est incroyable. Ils se sont plutôt bien sortis. Mais ça revient à un truc que moi, j'ai trouvé vraiment fascinant. Alors, c'était un article, j'essaierai de le partager sur les réseaux sociaux, qui m'a vraiment... C'est pour ça... Ce débat part un peu de cet article sur ces phénomènes naturels qui montrait que, en gros, alors là, je pense que cet argument n'a jamais été donné dans le débat Est-Ouest, l'importance en fait, du voyage. Alors, peut-être, certains de nos auditeurs ont peut-être eu la chance de voyager sur des grandes distances à travers la planète. C'est prouvé que quand tu voyages d'Est vers l'Ouest, c'est beaucoup plus dur que de voyager d'Ouest vers l'Est pour ton corps. Et en fait, il y a des chiffres même en NBA. Quand tu vas vers l'Est, 45% de victoire en NBA, 45. Quand tu vas vers l'Ouest, 36. Et ça, c'est indépendamment c'est 9 points d'écart, hein. Et ça, c'est indépendamment des conférences. Vous imaginez la différence? Et dans cet article, il parlait notamment de Quinn Cook. Alors, à l'époque, il était du côté des Warriors, qui expliquait, en gros, Ren Cuisine qui expliquait qu'en gros, pour eux, le pire, c'était vraiment le moment où ils allaient jouer contre les Knicks, parce qu'en fait, pour se remettre d'un point de vue physiologique, il te faut 2-3 jours. Sauf qu'en fait, les franchises de l'Est, c'est encore plus dur pour elles de faire ça. Donc, alors, je ne dis pas que ça explique absolument tout. Je dis juste que quand t'empiles un peu tous ces facteurs-là, tu comprends pourquoi il y a une telle différence. Parce que tu peux pas avoir 20 ans de domination qui s'explique que par, alors c'est souvent l'argument, des franchises un peu moins inspirées. C'est vrai qu'il y a des GM de moins bonne qualité à l'Ouest. Il y a peut-être des proprios moins inspirés à l'Est, mais ça ne peut pas tout expliquer, en fait. Il y a un moment, il faut comprendre qu'il y a des facteurs naturels. Et celui-là, il est assez incroyable. Ça rejoint ce que t'as dit, Madiane, mais quand tu dois aller faire un road trip, quand t'es dans la zone, quand t'es, je sais pas, allez, on va prendre Philly, que tu dois aller jouer des matchs qui sont finalement le dimanche matin, même pour les équipes de l'Ouest, mais qui pour toi, c'est 9h du matin, tu viens d'arriver à Los Angeles, c'est normal, en fait, que tu prennes des pilules à chaque fois. Très bien. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur ces facteurs que j'ai appelés entre guillemets naturels par rapport à la différence? Alors, du coup, je pense qu'on peut attaquer le dernier point. Et le dernier point, c'est, alors, est-ce que la NBA doit s'occuper de ce problème-là? C'est-à-dire que c'est souvent présenté comme un problème, on va être honnête. Est-ce que c'est la mission d'Adam Silver de régler cela? Parce que si moi je me mets à la place d'un auditeur, les gars, j'écoute tout ce qu'on a dit, je me dis ouais, ok, en fait, ça va durer encore 10 ans et ça va être la même chose. L'Ouest va toujours être meilleur naturellement que l'Est. Est-ce qu'il faut, Madiane, changer ça? Moi, je pense que ça va être très difficile de le changer sans briser, en fait, de manière artificielle l'équité sportive. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs contre lesquels, en fait, tu peux pas lutter. Tu peux pas lutter contre les facteurs naturels qu'on a expliqués. Tu peux pas lutter sur la popularité du basket à moins d'aller sur des temps de 30, 40 ans où il faudrait créer des nouvelles générations de basketteurs à l'Est. Il y a beaucoup de choses, en fait, contre lesquelles c'est très difficile de lutter. Donc, le seul moyen de le faire, ce serait de le faire de manière totalement artificielle. Moi, j'ai noté quand même dans un coin de ma tête que potentiellement, on peut se dire que la réforme de la loterie va peut-être un peu plus aider parce que la loterie s'étend. Donc peut-être étendre la loterie pourrait permettre de rééquilibrer, d'éviter que des équipes qui sont nulles mais pas tant, avec des 7e bilans, des 8e bilans, puissent accéder à des pics plus hauts. Est-ce que ça permettrait pas d'aider l'Est à récupérer des talents? Et encore, ce serait très difficile. Mais voilà, il y aurait peut-être des choses à faire à ce niveau-là, mais en vrai,
tu ne peux rien, et sans briser l'équité sportive, je vois pas trop ce que tu peux faire. Il y a des réformes de cartes peut-être à apporter, des réformes sur le format de ta saison à apporter, mais tu n'arriveras jamais à lutter contre tout ça. Tom, est-ce que tu partages ce pessimisme? Ça ne sert à rien et puis on ne pourra pas lutter. Bah, je pense que typiquement, il y a comme t'as dit, il y a des facteurs que tu ne pourras jamais occulter, et vouloir rectifier quelque chose, enfin, changer tes règles pour t'adapter à des facteurs auxquels tu ne pourras rien faire, pour moi, c'est pas, en fait, pour moi, ça a pas de sens de faire ça, en fait, puisque tu vas, comme dit Madiane, tu vas vraiment aller à l'encontre de l'équité sportive, si on peut dire qu'il y a une équité en NBA. Je pense que ça pourrait changer peut-être au niveau je pense que ça pourrait changer si les propriétaires étaient peut-être meilleurs à l'est, pardon. Si les propriétaires étaient meilleurs à l'est, ou si c'était beaucoup plus difficile en fait à l'est d'avoir du succès, parce que à l'ouest c'est plus difficile d'avoir du succès, du vrai succès, même si tu vois, comme tu l'as dit, hein, t'as des équipes à l'est qui pendant des années ont passé des tours de playoff successivement en ayant des itérations différentes d'elles-mêmes. Donc typiquement, ça te montre que tu peux pivoter beaucoup plus facilement à l'est et continuer à avoir du succès, alors qu'à l'ouest, quand tu sais que tu pivotes, ben tu peux rapidement te retrouver au fond de classement. Donc tant que c'est aussi facile entre guillemets de pouvoir remonter et de faire l'ascenseur, tu vois, typiquement Orlando, une équipe comme Orlando qui fait les playoffs sur les 2 dernières années, à l'ouest ça passe pas, tu vois. C'est du coup ça passe pas. Et si tu vois par exemple si ton objectif, c'est ça l'objectif du propriétaire, si c'est simplement d'aller au niveau des playoffs, et il va mettre la pression sur son front office pour jouer les playoffs en 4 ans. C'est-à-dire qu'on reconstruit en 4 ans, faut qu'on joue les playoffs. Mais typiquement, t'es pas prêt d'avoir des erreurs de ce type, puisque, on va pas se leurrer, si tu veux garder ton boulot, tu dois répondre aux objectifs du proprio, et tu fais ce que le proprio te demande. Le proprio, s'il te demande les playoffs, tu vas pas lui donner, tu vas te dire, ok, moi je veux faire les playoffs, tu vas pas te fixer comme objectif être premier de conférence, tu vois, pour gagner ton boulot. Et typiquement, c'est quelque chose qui peut vraiment jouer. Mais après, là où je suis pessimiste, c'est à la notion d'assets. Quand tu regardes, par exemple, par rapport aux assets futurs, et tu vois les jeunes superstars qui sont dans la ligue, les Devin Booker, les Ja Morant, les Zion Williamson, les Luka Doncic, tous ces gars-là, en fait, ils sont à l'ouest. Et pire, quand tu regardes les assets, trésors de guerre, des Rockets sont tous les pics des Nets, les Pelicans ont tous les pics de Milwaukee, et t'as OKC qui a tous les pics de tout le monde. Donc typiquement, dire que ces équipes-là, quand il y aura des nouvelles entre guillemets grosses forces et grosses puissances qui vont arriver à l'Ouest, typiquement, c'est des équipes de l'Ouest qui pourront, avec du coup des pics de draft, pourront articuler peut-être la carte en fait, puisqu'elles auront les moyens de s'acheter des talents qu'elles n'auront pas pu drafter en fait. Donc typiquement, je suis un peu pessimiste de ce côté-là pour la suite. Ouais, je vous rejoins d'abord sur le côté artificiel de vouloir tout rééquilibrer. On en avait discuté sur la conversation du site il y a plusieurs semaines avec Alan. Moi, j'avais expliqué que si géographiquement tu veux respecter les États-Unis, il faut une extension à 36, ce qui n'arrivera jamais. Parce qu'en fait, il faudrait faire une espèce de division Grand Lac où en fait tu t'arrêtes cette bêtise et tu mets Minnesota avec l'Est. Il faudrait faire une division Grande Métropole, une au Sud. Enfin, en gros, il faudrait que tu rajoutes 5 équipes à l'Est, à l'Ouest, ça n'aurait strictement aucun sens. Donc géographiquement déjà, c'est mort. Ensuite, je suis d'accord avec toi, Tom. En fait, on voit pas le bout du tunnel et pour moi, en fait, la seule solution que ça pourrait poser, c'est peut-être un changement de format des playoffs, mais le changement plus radical à l'intérieur, faire exploser les conférences ou tout modifier, pour moi, il est impossible. J'avais lu un papier super intéressant, alors c'était un espèce de papier scientifique, donc j'ai rien compris aux formules, hein, forcément, mais en gros, c'était début des années 2010, c'était 2 mecs qui proposaient qu'en gros, pour limiter tout ce qui était conséquences des road trips qui étaient parfois extrêmement difficiles, on fasse en gros des mini-tournois. Par exemple, on divise la conférence Est en 3 poules de 5 et l'Ouest en 4 poules, enfin bref. Et en gros, on fait
on fait comme des tours où en fait les équipes se rencontrent et les 3 équipes de l'Est vont faire un petit tour dans les 4 équipes de l'Ouest, ce qui viendrait en fait limiter le nombre de fois où tu entre guillemets traverses la frontière. Ce que j'ai regardé, par exemple, les Nets, eux, ils traversent la frontière, toujours entre guillemets, 8 fois. C'est-à-dire qu'ils se rendent 8 fois à l'Ouest dans la saison, alors que si tu mettrais en place ce système de poule où en fait t'enchaînes 1, 2, 3 et tu repars, ou 1, 2, 3, 4, tu limiterais à 5, 4 déplacements à l'Ouest, ce qui était plutôt intelligent. Le seul problème vis-à-vis de ça, il proposait aussi, la solution était intéressante parce qu'il proposait même qu'en gros, t'adaptes les horaires des matchs, etc. pour tout ça. C'était intéressant. Mon seul problème vis-à-vis de ça, c'est que la NBA n'aimerait pas, parce que si un des groupes est faible à un moment, ça pourrait te donner des affrontements où tu aurais plusieurs jours de suite avec des rencontres pas très intéressantes. Pas très Mais j'ai intéressant. trouvé l'idée intéressante. Ouais, typiquement. Ouais. Typiquement, c'est quelque chose qui pourrait contribuer à un peu faire bouger les lignes, hein. Mais après, moi, la refonte du calendrier, la suppression des 82 matchs, tout ça, moi, j'y crois pas du tout, ça. Je n'y crois pas du tout. Ah oui, Tom n'était pas là le jour où on avait fait cet épisode-là. Oh, c'est pas le sujet du jour, mais je me demande s'il y aurait une vraie influence. C'est-à-dire, les gars, si on doit conclure cet épisode, c'est ad vitam aeternam. C'est-à-dire que l'Ouest sera toujours meilleur. Non, je ne suis pas d'accord. Et justement, moi, je pense qu'il y a un peu de lumière qui pourrait arriver. En fait, la loterie est en train d'ajouter de la variance à la draft. C'est-à-dire que sur un coup de cul, tu peux te retrouver d'un seul coup avec 4 équipes de l'Est tout en haut. Sur un coup de cul. Et les équipes de l'Est ont une tendance plus lourde à avoir des espèces de bilans un peu mauvais. En gros, le bas-fond de l'Est et de l'Ouest ont souvent des bilans équivalents. C'est pour ça que sur le top 3, on a une tendance à avoir un équilibre. Néanmoins, quand on regarde le top 5, 6, 7, là, on va retrouver plus d'équipes de l'Est d'un seul coup. Et là où il pourrait y avoir un rééquilibre, c'est via ce nouveau système de loterie où finalement, avec des bilans top 6, top 7, tu peux te retrouver avec un top 3. Il se peut que sur une draft all-time, coup de chance, l'Est décroche un quadruple jackpot ou un quatuple jackpot et se retrouve avec 4-5 forts jeunes joueurs qui garderaient 8 ans. Et ça permettrait de rééquilibrer temporairement. La tendance lourde sera à l'Ouest, néanmoins sur des coups de chance qui pourraient arriver, on pourrait avoir des effets conjoncturels, on se retrouve avec un Est qui deviendrait plus fort. Parce que typiquement, si tu as des joueurs générationnels qui se retrouvent d'un seul coup à l'Est à 3, 4, 5, eh ben d'un seul coup, ça va attirer les équipes, les meilleurs joueurs de l'Ouest pour des éventuels all-in pour aller chercher le shot pour le titre et tout ça. Si t'avais par exemple LeBron, KD, Harden, tous à l'aise, chacun dans sa franchise, avec peut-être Curry aussi, eh ben le potentiel que ces équipes fassent all-in en allant attirer un autre joueur top 20 NBA aussi est très forte, et du coup ça te fait un gros plusieurs petits mastodontes à l'Est. Ça pourrait arriver, mais il faut de la chance. Mon seul argument contre ça, c'est qu'en fait, l'Est a la possibilité. Tom, il a cité Devin Booker. Devin Booker, il est pas pris numéro 1 de la draft dans une draft où l'Ouest a le pick 1. Donovan Mitchell, il est pas pris numéro 1 dans une draft où l'Ouest a le pick 1. Mais ça, c'est de l'effet conjoncturel. Et justement, ce genre d'effet conjoncturel peut s'inverser et basculer à l'Est. Le truc, c'est qu'en fait, quand on fait la liste, Kawhi Leonard, etc., enfin, il y a un moment où les bonnes surprises, les mecs qui se transforment en quelque chose, ils tombent toujours à l'Est, en fait. Donc, il y a un moment, c'est pas, à l'Ouest, pardon, c'est pas une coïncidence. Mais après, tu vois, tout le monde a sa chance, tu vois. Tu vois, Giannis, on critique un peu le manque de talent et le fait que ce soit, entre guillemets, Chris Middleton, ce soit que Chris Middleton qui soit, entre guillemets, qui soit l'un des vestiges de tous les pics et tous les trades qu'ils ont fait quand ils étaient dans leur période de reconstruction. Mais certes, Giannis, ça me fonctionne bien, mais entre-temps, ils ont Jabari Parker en 2, et entre-temps, ils ont aussi Thon Maker il manque le coach, tu vois. Donc, typiquement, tu vois, ce sont des choses, il faut pas, le truc, c'est pour toutes les équipes, c'est pareil, il faut pas laisser passer sa chance, tu vois. Typiquement, Charlotte, là, les Hornets, quand ils avaient décidé de reconstruire, c'était Anthony Davis, il se retrouve avec Michael Carter, MKG, tu vois, avec Michael Kidd Gilchrist.
Typiquement, t'as Damian Lillard aussi dans cette draft-là. Donc, après, c'est une histoire de choix, même, tu vois. Les Sixers et Boston, pour moi, c'est normal qu'ils soient là, mais limite, leur reconstruction, ce sont deux anomalies. La reconstruction des Sixers, c'est une anomalie, et la reconstruction des Celtics avec des pics d'une équipe pire qu'eux, pendant qu'eux sont compétitifs, c'est une anomalie, ça n'existe pas. La reconstruction des Celtics, ça n'existe pas dans l'histoire de la NBA. Ils ont eu le premier choix de la draft, et le lendemain, ils se qualifient en finale de conférence. Ils ont le premier choix de la draft, ils se qualifient en finale de conférence, et ils ont de la place pour un max slot. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et sur la période, typiquement, à chaque fois, ils signent chaque année un joueur au max, à part l'année où ils récupèrent Kyrie, mais typiquement, ils signent Horford au max, ils signent Hayward au max, ils récupèrent Kyrie, ensuite ils signent Kemba au max. Ça n'arrive pas. C'est incroyable. Ça n'arrive pas, ce genre de choses. Et typiquement, les Sixers, ils montent haut et ils arrivent à drafter haut à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, si Joel Embiid, il est Joel Embiid de sa saison rookie, dès sa première saison, les Sixers, ils ont pas Ben Simmons. Et pareil, Ben Simmons, il fait 1 an où il est pas là. Et ça leur permet d'avoir peut-être Fultz. Tu vois? Donc, typiquement, c'est des trucs, Mais du coup, je me mets à la place d'un auditeur, ça fait vraiment, oui, en fait, ce dont t'as besoin à l'Est, c'est juste de meilleurs dirigeants. Voilà, ça part de là. Je pense que tout part de là, hein. Comme on dit souvent, le propriétaire, c'est la plus grande valeur que tu as pour ta franchise, c'est le propriétaire. Et c'est quoi les objectifs qu'il va fixer à ton GM? Et pour moi, c'est peut-être là où on boucle la boucle, le fait que entre guillemets, tu puisses te cacher, par exemple, tu peux pas te cacher à Utah, c'est difficile de te cacher à OKC, où en fait, c'est pas comme des clubs de foot, hein, c'est pas le même ancrage, mais c'est difficile de se cacher là où en fait, à Charlotte, tu peux te cacher, parce qu'en fait, c'est pas la priorité des gens qui habitent à Charlotte. Donc il y a peut-être de ça. Il y a peut-être de ça, parce que c'est quand même une grosse coïncidence que il y ait aussi peu de... ça revient sur beaucoup des points qu'on a dit, parce que les équipes qui ont des bons GM vont jamais les virer, parce qu'en fait, t'es tout le temps en play-off. Pourquoi tu t'amuserais à le virer, comme a dit Tom? Puis celles qui en ont des pas bons, vu que parfois l'objectif est pas basket, on salue Adrien, t'as des objectifs, t'as des limites financières où ton proprio veut pas dépenser, etc. Voilà. Là où à l'Ouest, tu as peut-être moins ça. Après, ça demanderait d'étudier qui sont les proprios. J'ai un peu cherché. Il y a, sur les proprios des deux côtés, on est toujours sur l'homme blanc riche de 60 ans. On est quand même sur le même genre de mec. Mais moi, je parlais d'un truc. Moi, je me souviens de débats autour des Lakers. La pression sur les Lakers quand ils étaient en mode tanking parce qu'ils avaient envoyé tout leur pick à Phoenix. Il y avait une pression populaire autour de la franchise. Je trouvais ça limite malsain, en mode mais laissez-les, en fait, c'est des jeunes joueurs que vous avez, laissez-les tranquilles. Mais il y avait une pression, tu sentais que ça pouvait pas durer trop longtemps. New York, depuis 98-99 et le passage, il y a eu 98-99, il y a eu le passage de Melo, mais c'est vide, hein. C'est vraiment vide, c'est effrayant, hein. Est-ce que c'est pas le symbole, en fait? Le fait que dans les capitales, entre guillemets, les capitales des deux conférences, il y en a une, alors il y a peut-être eu un petit passage à vide, mais il y a 3 séquences de titres, hein, Kobe, Shaq, Kobe, Gasol et LeBron. Les Knicks, il y a eu 0 séquence de finale de conférence, donc c'est peut-être là la différence. Ça fait peut-être le symbole. À savoir si c'est pas aussi des locomotives à un moment, tout simplement. Très bien, les gars. On a vraiment, je pense qu'on a beaucoup défriché. On a parlé impact du voyage, qualité de vie. Oui, parce que vivre à Portland, c'est mieux que vivre à Milwaukee, voilà, ou à Détroit. Voilà. D'ailleurs, alors on va pas faire de l'histoire des États-Unis, mais le fait que les changements urbains, parce que alors pour être honnête avec vous, j'ai dû travailler sur ça un jour pour mon master, le fait que les changements urbains aux États-Unis touchent beaucoup plus les villes de l'Est, ça aussi, ça doit peut-être jouer, en fait. Parce qu'il n'y a pas de Cleveland, de Détroit à l'Ouest. Ça n'existe pas, en fait. Non. Donc avoir Minneapolis, ça a beau être dans le froid, c'est une ville de tech, hein. Il faut, donc, à voir. Il y a beaucoup de choses.
En 1 heure, c'était assez difficile à tout compacter. Je vous laisse une dernière carte blanche, messieurs, parce que je sais qu'on a un peu tous préparé le podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire pour conclure? Je vais commencer par Tom, tiens. Non, enfin, je pense qu'on a bien fait le tour, entre guillemets, du delta et la discrepancy entre guillemets entre les deux conférences. Désolé, Montaigne. Mais je pense qu'on a bien fait le tour des facteurs qui pourraient l'expliquer et pourquoi ça pourrait être amené à durer et pas forcément à s'améliorer dans un sens comme dans un autre. Et puis nous on reste spectateur, hein. On reste spectateur et puis on attend comme chaque saison après 3 semaines de compétition l'article qui dira que l'Est est meilleur. Je l'ai trouvé pour chaque année. Je me suis amusé, je l'ai trouvé pour chaque année quand même. Madiane, ta carte blanche? Je pense que si on veut se poser ces questions, le seul moyen finalement de résoudre ce problème, c'est que l'Est et l'Ouest n'existent plus. Je pense que vraiment, à part si t'enlèves, si la notion de conférence disparaît au sein de la NBA, on ne se posera peut-être plus autant la question. Je pense que le fait qu'il y ait une notion de conférence fait qu'on a nos projecteurs braqués dessus et notre œil dessus, mais je suis pas sûr que du coup la notion de conférence en NBA ait beaucoup de sens dans la logique des choses telles qu'elles sont dans la vie réelle. Je suis pas d'accord parce qu'en fait, on parlerait de la domination de la Californie et du Texas. En fait, les termes seraient différents, mais on parlerait du fait qu'en gros, il y a 2 États qui dominent le basket. On arrêterait de étiqueter ça conférence et on étiqueterait ça État, en fait. Ouais, peut-être, ouais. Ou alors, on passera une ligne en disant, en gros, tout le sud des États-Unis, la Sun Belt, etc., ils gagnent tout. Pour moi, en fait, on se posera toujours la question, on est aux États-Unis, on se posera toujours la question point de vue géographique. Parce que c'est trop... La disparité, si elle continue à exister, t'exploses la conférence Est, la conférence Ouest, qu'est-ce qu'on se dit? Non mais il y a une zone urbaine au nord-est des États-Unis, ils font rien, là où les autres gagnent tous les titres. Enfin, je suis pas sûr que ça change quelque chose. Mais je pense que du coup, là, on serait plus proche des causes si on raisonnait ainsi que si on raisonnait en Est-Ouest. Là, quand tu parles du Texas, de la Sun Belt, là, on touche plus à ce que ça représente en termes de cause que quand on dit conférence Est, conférence Ouest. Totalement. Ouais. Après, c'est le découpage de la NBA, hein. C'est le découpage que la NBA a fait, dans les années 70. C'est peut-être ça le problème, hein. 50 ans après. C'est peut-être ça le vrai problème. Après, on en a déjà parlé, c'est insoluble. Ou alors on a parlé de ce fameux trio là, c'est le trio qui pose problème entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que tant que t'as Memphis, Minnesota, New Orleans, si tu les laisses et que ces équipes-là ne basculent pas à l'est, t'es bloqué. T'es bloqué. T'es bloqué. T'es complètement bloqué. C'est pour ça d'ailleurs. Je rajoute 2 équipes à l'ouest, par exemple, si on passe à 32, si on rajoute 2 équipes à l'ouest, t'as besoin de juste qu'une glisse entre guillemets à l'est, donc tu peux faire soit du coup tu fais glisser Minnesota, que ils sont ils sont en haut par là, tu vois, ou sinon tu fais glisser juste New Orleans quoi, qui est plus proche. Parce que d'un côté, ces équipes-là aussi, elles permettent peut-être parfois le road trip d'être un peu moins difficile. Quand je regardais les calendriers de toutes les équipes à l'est, souvent en fait, ce que fait la NBA, c'est que tu vas jouer à Memphis, mais tu fais pas Memphis et ensuite tu fais pas Memphis, Houston, Dallas, tu fais pas ça. En fait, tu vas juste faire Memphis un aller-retour en te disant c'est une équipe de l'Ouest parce que le trajet d'avion est un peu moins long. C'est plus court. Ouais. Très bien. Eh ben, on espère que ça vous a plu. On aime toujours faire ce genre d'épisode où on va un peu s'attaquer à des idées reçues et on va un petit peu les démonter. On avait vu, on a d'ailleurs vu, alors je l'avais pas dit aux membres de l'équipe, mais le podcast sur l'héliocentrisme a très très bien marché. Donc on vous remercie sur un sujet qui est copernicien. Donc c'est franchement ça a fait plaisir que ça marche. On espère que ça vous a plu. Si vous avez la moindre réflexion, quelque chose qui peut-être un désaccord, etc., n'hésitez pas à réagir sur Twitter en nous citant, message privé, etc. On répond à tout. Parfois on fait un peu de temps, mais on répond. Du coup les gars, c'était un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Alors cette fois-ci, promis, c'est terminé. On parle plus d'Est et on parlera pas non plus d'All-Star Game à ma grande déception. On vous souhaite du coup un très bon All-Star Game, même si vous l'aurez déjà vu au moment où vous allez écouter cet épisode. Et puis à la semaine prochaine. Salut. Tchuss. Salut.